Bonjour à tous et bienvenue dans Posé. Réalisateur de films, de clips, de pubs, scénariste, producteur, du court-métrage de genre en passant par les grandes épopées, la réalité virtuelle et les documentaires. J'ai l'immense honneur d'être posé aujourd'hui avec Yann Kounen. Salut David. Ça va Yann? Ouais. Alors, spoiler alert, on se connaît depuis un petit moment d'ailleurs, quelques années maintenant. En préparant cette interview, j'ai cherché des choses sur toi évidemment pour essayer d'avoir des petits trucs un peu croustillants. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs que je savais pas. En vrai, en creusant bien comme ça. T'as commencé le cinéma en 86 avec Les Aventures de Jeff Blizzard. Et en 89, t'as trouvé ta patte Kounen avec Gisèle Kérosène, qui est encore dispo sur YouTube si vous voulez le regarder, qui a obtenu le Grand Prix du court-métrage à Avoria en 90. Et c'était un court-métrage en ce qu'on appelle en pixelation, donc c'était l'équivalent du stop motion, comme on appelle ça. Et dans ce cours, il y a déjà des références au chamanisme. Il y a beaucoup de gens qui disent que tu as commencé avec Blueberry et tout ça, ce truc-là. Mais j'ai l'impression que dans Vibroboy, dans tes premiers projets en tout cas, il y avait déjà ces références au fantastique, au chamanisme, à la spiritualité et tout. C'était ton rêve de gosse de devenir chaman? Non, Jeff Blizzard dont tu fais référence à Jeff Blizzard, ça c'est un court-métrage d'école que j'ai fait quand j'étais aux Arts Décoratifs de Nice. D'ailleurs, c'est un film qu'on a fait en groupe. Et j'ai commencé aussi là-bas à faire un peu de stop motion. Et en fait, le fantastique a toujours été un territoire qui m'intéressait. Mais c'était le fantastique. Si tu regardes, qu'est-ce que le fantastique? Le fantastique, c'est la notion de surnaturel, en fait. C'est une notion qui est une réalité un petit peu cachée, qui est opérante, avec des forces, etc. Donc moi j'étais passionné par ce thème, mais je peux pas dire que clairement je me disais c'est le chamanisme, je savais même pas ce que c'était, tu vois, de toute cette période. Et même quand on inclut Vibroboy et le dernier Chaperon Rouge, qui sont mes premiers courts-métrages, non, j'étais pas passionné par ça, j'étais passionné par le cinéma fantastique, ouais. Et passionné par l'imaginaire, et au point que ce que me proposait comme vision du monde, de la société, c'est vraiment une réflexion que j'ai fait un peu consciente quand j'ai commencé à faire du cinéma. Je me suis dit aussi, je voulais faire de la BD, enfin j'étais vraiment dans des mondes imaginaires. Je préfère naviguer, tu vois, vivre dans ce monde imaginaire, parce que je le trouve plus intéressant que ce que ma société me propose comme base d'existence. Je pense dans l'esprit, on vit dans nos esprits, dans notre... tu vois. Et tu préfères faire du tourisme intérieur que du tourisme extérieur, du coup? Voilà, et de la création, c'est-à-dire naviguer dans ces espaces. Alors bien, ces premiers espaces sont plutôt un peu sombres, mais je préférais ça, tu vois. Voilà, cette notion d'imaginaire a été à un moment un choix. Je me suis dit, mais je vais essayer de vivre plus là, parce que plus je regarde, on est un peu bloqué entre le niveau du métro, et on est vraiment dans un espèce de monde qui dénie toute forme de magie au fond, et tu vois, et tu sens qu'il y a quelque chose de magique dans l'existence. Tu dis comment on est là à naviguer dans un corps avec nos sens, tu vois. Donc cette question était là, mais elle n'est pas reliée au chamanisme. C'est seulement après que naturellement c'est venu. Voilà. On peut pas faire une interview de toi sans parler de l'œuvre qui t'a propulsé au rang de superstar international, le clip de Pauline Esther, Le Monde est fou. Le monde est fou. Le clip d'Elmer Footbeat. Et en 94, tu as fait Erasure Always, qui est ta réalisation la plus regardée sur YouTube, avec 48 millions de views, quand même. J'ai regardé sur tous les trucs que tu as fait qui sont sur YouTube. La vidéo qui est la plus vue en une seule fois, c'est celle-là, c'est Always. Et tu à 48 millions de vues, ce qui est assez fou. Tu as une anecdote de tournage de ces clips de la période un peu folle des 90s, comme ça? Alors bon... Tu m'apprends quelque chose, je suis assez surpris par les vues. Alors, bon, tu es gentil, mais je pense pas que ça m'a propulsé les clips de Pauline Esther. C'était très sympa à faire, c'était joyeux. C'était une belle époque des clips, tu vois. C'était une époque où on avait des moyens, on avait de la liberté. C'était vraiment une chouette façon d'apprendre son travail, tu vois. J'ai l'impression que quand tu veux être réalisateur, c'est un métier très technique, il faut comprendre vraiment comment ça fonctionne, tu vois, c'est un savoir-faire. Il faut comprendre le savoir-faire pour pouvoir exprimer artistiquement, mais comme quelqu'un qui fait, comme un artisan, tu vois, donc il faut apprendre.
Le problème, c'est que quand tu fais des films, ça coûte de l'argent. Quand tu fais des choses complexes, tu vois, avec des effets, des décors, des personnages, etc. Et donc, les clips sont une bonne façon d'à la fois se mettre au service d'un artiste pour fabriquer de l'image et en même temps pour apprendre, essayer des matte painting, essayer des choses, essayer plein de trucs, tourner en studio, ce que j'avais jamais fait. Donc, ça a été mon apprentissage, en fait, de réalisateur pour pouvoir après être à l'aise à la fiction. Alors, maintenant, sur les clips, c'était une époque zinzin. Oui, c'était une époque zinzin. C'était une cour de récréation. C'est plus du tout cette chose aujourd'hui un peu marketée. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu vois. Tu avais le clip de la semaine ou le clip du mois. C'était un événement quand ça sortait. MCM, ou je sais plus. Tu avais une chaîne de télé. MTV. Il y avait MTV, puis en France, on avait une chaîne de télé aussi. Il y avait le mercredi, sortait le clip de la semaine. Ouais, M6 aussi qui faisait les soirées. Voilà. Donc il y avait une vraie culture du clip. Tu avais des grands réalisateurs comme Mondino qui faisaient des clips incroyables. Tu vois, tu avais vraiment une culture du clip. Alors elle est toujours active, mais j'ai l'impression que c'est plus le même monde en fait. Voilà. Tu penses que c'est assez standardisé un peu l'univers du clip, qu'on prend plus trop de risques? Oh, il y a toujours des clips très créatifs, mais j'ai l'impression, en tout cas, moi je regarde beaucoup moins, tu vois, je suis moins intéressé. Il y a pas cette époque où il y avait Mondino, Gondry, on faisait, voilà, c'était des challenges sur challenge dans un groupe à qui va trouver une idée à la fois technique, créative, belle, esthétique, voilà. Et donc, pour en revenir maintenant aux anecdotes, alors écoute, oui, Erasure, à l'époque, j'ai fait effectivement 4 clips pour eux, dont un n'est jamais sorti. J'ai fait d'abord 2 clips, je crois que c'était Lay All You Love on Me, et j'ai fait 2 premiers clips, et c'était zinzin, parce qu'ils sont quand même assez zinzin. Les deux, Andy d'Erasure, il est comme sa musique spatial. Et ses clips, voilà, ils sont assez dans l'espace. Et alors, si tu veux une anecdote, par exemple, je crois que c'est Lay All You Love on Me, c'est celle où j'ai fait La Belle au Bois dormant, hein, en moto, etc. Ouais. Alors, tu prépares le clip tu le racontes un peu, tu fais un petit peu de storyboard, donc tu prépares et tout. Les mecs arrivent sur le plateau, et au moment où on va commencer à tourner, ils te disent, mais moi, j'ai jamais fait de moto. Alors, ils se sont pas rendus compte qu'il y avait de la moto dans le storyboard. Voilà. Mais j'ai dit, mais tout le clip, il est en moto en train de chanter. Donc, on doit passer 1 heure à ce que je lui apprenne sur un vieux DTMX peint en argent, hein, je crois que c'est ça, tu vois, une vieille moto, à pouvoir rouler et chanter. C'est pour ça que dans le clip, il est assez raide. Il est un peu raide. Et immédiatement après, on s'est dit, mais alors, je crois que c'était prévu, mais on allait faire des plans en studio un peu fake, tu sais, où tu vois bien que c'est du fond bleu parce que les fonds ne défilent pas. Et le mec est super à l'aise sur sa moto parce qu'elle est accrochée, tu vois. Ouais. Et ça me faisait rire. C'est ce truc un peu crétin que j'adorais. Donc, mais du coup, c'était encore mieux parce que lui, il était super raide sur sa moto. Et ça donnait un truc du coup au clip un peu absurde, un peu voilà quoi. Et donc dans ce clip-là, ce qui était à un moment donné, alors j'ai dit couper et lui, je sais pas, ça devait être et il s'est fracassé, mais j'ai pas l'image. Sinon, je l'aurais monté, je pense, tu vois. Ça aurait été tu l'aurais mis dans le clip. Ah ouais, je pense. Je pense, mais il s'est pas fait mal. Après, il y avait dans l'histoire qu'on avait écrite, il faisait le soir un campement, il chantait en faisant rôtir un ourson, un panda. Tu vois, et au moment où on fait la scène, on va préparer tout, puis ils viennent nous voir, ils disent non mais nous on est ambassadeurs du VVF, on peut pas faire rôtir un panda, c'était une poupée peinte en argent, c'est n'importe quoi. Bon, finalement ils le font, tu vois, j'ai dû les convaincre. Et ils ont eu des plaintes de la WWF? Non, bah, c'était pas. C'était voilà. forcément barré quoi. Voilà. Et après, ce que je me souviens, c'est que à la toute fin, si tu veux, ils s'en vont vers un château. Et nous, on était à la bourre, tu sais, les clips c'est à la bourre, et on les dit, file, tu montes avec la princesse, c'était Léa, l'actrice, tu montes et vous roulez, vous allez vers le château et moi je tourne. Et donc ils roulent, puis d'un coup j'entends un cri. Et ils disparaissent. En fait, il y avait un mur d'1 mètre, mais il n'a pas voulu s'arrêter, il voulait pas rater le plan. Il a dit, Yann a dit qu'on continue, et ils se sont fracassés, mais ils sont rien fait. Mais voilà. Et puis, et la dernière chose qui est quand même rigolote, c'est qu'il fallait un plan quand même de moto qui passe près de l'objectif. C'est moi qui pilote la moto. D'accord. Dans ce plan-là qu'on voit, et ce qui est rigolo, c'est quand même, j'ai fait un truc unique qu'aucun cascadeur ne pourrait faire, c'est que je suis passé très très près de la moto, de la caméra qui était tenue à la main, donc le cadreur, c'était Michel Amathieu, mon chef-op de Vibroboy, on rigolait bien, il bougeait, mais en fait, j'ai déposé la peinture du argent du cale-pied sur le filtre sans le rayer.
Waouh. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Don't go wasting your emotion. Lay all your love on me. Et Donc t'es passé à... ouais, j'ai touché le filtre, mais sans l'oreiller, quoi, tu vois. Voilà. Et je crois que le plan est monté dans la fin du clip. C'est C'est un pour bon motiver les gens à faire le clip. On mettra des extraits de ce... Voilà. de Et puis ce après, c'était complètement zinzin. Mais on va pas parler que de ça. Mais voilà, l'ambiance de ces clips à l'époque, c'était ça. Et puis on pouvait improviser. On avait des comptes à rendre avec les artistes et puis une personne de la maison de disques, tu vois. Mais qui se disait à l'époque, allez-y les gars, quoi. Tu vois, il y avait pas... T'avais une liberté, quoi. Tu Ouais, bossais une grande- avec l'artiste et il disait, bon, voilà, on va faire un clip. Je crois aujourd'hui que tu as ça. Mais je pense aussi que tu as peut-être plus de pression des maisons de disques. C'est plus cadré, quoi. Ouais, je pense. En 97, t'as réalisé Doberman. On peut pas faire une interview, Yann, sans te parler de ce film, évidemment. Ça a reçu un accueil mitigé en France. Maintenant, c'est un film culte. Tu demandes à n'importe qui dans la rue, tu leur dis, ouais, Doberman, t'en penses quoi? Il va te dire, c'est génial. À l'époque, 2 critiques sur Allociné, pas beaucoup de bruit, tout ça. La Miramax qui t'achète le film pour $1 million. C'était un peu étrange ce côté-là. T'as qualifié ce film de doigt d'honneur à la bien-pensance dans un article. Est-ce que tu penses que le Doberman pourrait sortir aujourd'hui avec un jeune Yann Kounen qu'on n'attend pas au tournant comme on t'attend au tournant à chaque fois qu'il y a ton nom sur un film? Est-ce que ça pourrait sortir en 2023, un film comme ça, selon toi? Écoute, Et effectivement... quel accueil il aurait? Bon, pour répondre déjà, effectivement, l'accueil était mitigé. En fait, tu sais, au fond, quand tu fais un truc un peu sulfuré, c'est un peu un scandale, que tu fais quand même la première page et qu'on dit que c'est pourri ton film, c'est pas grave. Ça fait du mouvement. Effectivement, c'était un film provocant, provocateur, anarchiste, en fait. Hein. Et certains l'ont confondu, l'ont pris pour un peu fasciste, mais c'était au fond une énergie... un film très impoli dans un monde où la politesse est un peu élevée en vertu et que la politesse doit être naturelle. En fait, c'est pas, tu vois, et notre monde n'est pas comme ça. Donc, à ce moment-là, tu fais un film impoli. C'est un peu le moteur, je pense, du Doberman. Maintenant, aujourd'hui, je vais te dire très simplement, à part le dernier film que j'ai fait, je parle des fictions, je ne ferai aucun de mes films aujourd'hui dans le cinéma d'aujourd'hui. Aucun, je parle même pas du Doberman, c'est évident. 2 ans après, je pouvais plus le faire. Ouais. Parce que 2 ans après, le service public qui avait cofinancé le film ne pouvait pas financer un film interdit aux moins de 16 ans, ou ne pouvait pas, tu vois, il y a eu une règle qui est passée, et puis de toute façon aujourd'hui, alors tu peux faire tous les films que j'ai fait, tu vois, je pourrais faire aujourd'hui le Doberman à 500 000 euros, ou 800 000 euros de budget, ou 1 million, tu vois, si t'es un jeune réalisateur, je pourrais faire 99 francs à 4 millions, 5 de budget. Alors, tout ça, c'est beaucoup d'argent pour les gens qui nous regardent. Ils disent, mais 4 millions, mais il faut comprendre que c'est une PME de 150 personnes qui travaille pendant 2 ans. Ouais. Donc, c'est voilà, tout sur les films, tout le monde, tous les techniciens, tout le monde a fait des efforts financiers. Par rapport tu vois, à leur salaire, comme je parle même pas des courts-métrages, tu vois, un court-métrage coûte parfois 500 000 euros et personne n'est payé. C'est juste que ça... Voilà, Ouais, les décors. oui, il faut les faire manger, il faut nourrir, il faut aller dans les situations. hôtels, il faut bouger. Voilà. C'est juste pour donner une idée de ça. Donc, quelque part, aujourd'hui, le Doberman, je le ferais à... Un jeune réalisateur aurait 3-4 fois moins de moyens que j'avais pour le faire. Et même moi, aujourd'hui, hein, même moi, peut-être lui encore plus, et pareil pour tous les autres films. Donc, si tu as moins de moyens, si tu as moins de temps pour préparer tes plans, Tu peux pas faire le même film. voilà, si tu n'as pas de quoi faire, il saute d'un building, on va le faire comme ça, et puis après on va faire, non, on n'a pas la... Donc on va juste garder l'idée. Ouais. Et c'est souvent l'appauvrissement de choses, ça a été souvent une lutte pour moi, c'est de soit trouver une idée qui permet de faire fonctionner la scène, mais tu vois, comme dans 99 francs, le passage en animation, parce qu'on n'avait pas l'argent pour le faire en live. Ouais. Ça n'a pas coûté plus cher de le faire en Ah animation? non, ça du coup coûtait beaucoup moins cher. Ah ouais? Ah ben bien sûr, j'ai uniquement fait dans 99 francs cette scène en anime parce que j'avais qu'une journée ou 2 jours pour faire toute la poursuite et j'aurais pas pu faire les plans avec les caméras embarquées. Donc je pouvais en une journée faire 4-5 plans qui sont dans le film. Et je me suis dit, on va faire de l'animation. Ouais.
Un mélange Voilà, de, j'ai trouvé un des super genres. studio, No Brain, qui a conçu l'animation. On a travaillé ensemble, mais c'est un autre réalisateur qui l'a fait. Et c'était super. Et au final, tu vois, ça fait finalement une scène qui est un peu culte dans 99 francs. Donc, c'est ça qui est intéressant. Je pense, trouver des solutions. Mais pour répondre à la question, simplement, à part mon cousin, je ne ferai aucun des films que j'ai fait. Ouais. Ouais. Et au niveau de l'accueil, tu penses que les gens seraient moins choqués aujourd'hui d'un film comme Doberman, vu la gratuité de la violence qu'on a à la télé, au JT, même dans les films, hein, en général. Ouais, je pense qu'en fait, ça serait même pas finançable, parce qu'il y a trop de choses provocantes dedans, dans un monde où aujourd'hui, il faut être aseptisé, il faut être balance, il faut avoir, tu vois, il y a trop de règles posées sur la création, et même de la part des diffuseurs, tu vois, aujourd'hui, on va se dire, ah oui, mais encore, tiens, ce scénario, c'est quand même un homme de 50 ans, est-ce qu'on en a marre de faire des... Même si tu es un sublime acteur et que c'est ton histoire, tu vois. Et c'est bien de rééquilibrer, d'ouvrir, mais que c'est un peu... Si tu regardes les paramètres du Doberman, il y a quand même beaucoup de choses provocantes sur plein de sujets qui, aujourd'hui, créent des tollés. Or qu'à l'époque, c'est pas passé crème, mais à l'époque, c'était comme... Mais c'est pas passé crème, comme tu l'as dit, tu vois. Ouais. Mais voilà, c'est passé. Donc non, je pense qu'on est une époque beaucoup plus conservatrice aujourd'hui. Donc la bien-pensance a gagné. Alors, tu avais raison de t'ériger du coup contre ça à l'époque, parce que oui, tu l'as peut-être vu venir aussi. C'est toujours pareil, c'est quand tu forces une direction, tu vois, les choses doivent venir un peu naturellement. Il faut naturellement ouvrir, il faut naturellement être bienveillant, tu vois, avec l'autre. Mais d'un coup, il y a eu tellement on sort d'une longue histoire où il y a eu beaucoup de pression sur des minorités, tu vois, il y a eu beaucoup de déséquilibre entre hommes et femmes. C'est fondamentalement positif et bien que d'un coup, il y a une force pour rééquilibrer, tu vois. Mais parfois, dans un processus créatif, il y a certaines histoires, il ne faut pas d'un coup comparer avec est-ce qu'on a ça. Tu sais, un peu, on avait ça dans le cinéma américain, il fallait qu'il y ait la présence, tu vois, tu parles des quotas. Des quotas, voilà. Et tout ça, au bout du compte, ça peut faire aussi des dommages sur l'œuvre elle-même. Il faut que les œuvres soient libres. Mais voilà, aujourd'hui, c'est le monde d'aujourd'hui. Et puis, il y a des choses très positives dans cet éveil, tu vois. Parce qu'au fond, c'est un éveil. Mais quand c'est un peu forcé, que quand d'un coup, tu as une histoire qui marche très bien d'une certaine manière, on dit, attention, ça, faut pas parler de ça, puis il faut qu'il y ait ça, faut qu'il y ait ça. On va aseptiser. Donc je pense qu'on est dans une... Ça brise le quatrième mur un peu d'inclure des règles de la société morale et des choses du monde réel dans une œuvre qui est censée être purement de fiction. Je pense, oui, j'ai l'impression qu'on est dans un collectif et que quelque part les films émergent de destins particuliers qui ont des idées, des envies, des sujets et que si on bloque tout ce phénomène, dans les films, on va aseptiser d'une autre façon, comme une part de la création peut-être, on va encadrer trop, quoi. Ouais. Et finalement, c'est ce que ça dénonce, tu vois, cet aspect un peu réactionnaire, c'est-à-dire une imposition de la nature, de ce qu'il doit y avoir comme élément dans un film, et du rejet parce qu'il y a des éléments qui ne sont pas dans la grille aujourd'hui qu'il doit y avoir. C'est dommage pour la création, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je réponds à ta question. Donc, le Doberman, ça, c'est mort déjà juste pour ça. Regardez-le si vous l'avez pas vu, le Doberman. Voilà. Et ça, puis vraiment, regardez-le. Et puis les autres, je pense que le cinéma est plus le cinéma qu'on faisait dans les années 90, 2000, 2005, 2010 même. Tu vois, il y a eu les crises, etc. Donc, au bout du compte, aujourd'hui, si je refais du cinéma, soit je refais moi, tu vois. Si je refais du cinéma, je descendrai dans des budgets où j'ai de la liberté, mais qui seront tout petits. Donc, c'est un challenge, comme j'ai fait The Show pour Black Pills, qui était, tu vois, très peu d'argent. Ou alors, il faut prendre une licence de quelque chose qui te branche et qui à la fois est très connu. Donc, elle est porteuse déjà d'un ADN qu'on peut pas trop modifier et toi, il te va, tu vois. Et puis sinon, il faut faire autre chose. Donc, plus petit budget, mais plus gros investissement artistique, quoi, dans le projet. J'entends. Tu m'avais raconté une anecdote à l'époque sur l'Australie et le Doberman, sur la censure qu'il y avait là-bas. Il avait interdit de diffusion. C'était en Australie ? Je me souviens plus.
C'était... Ou t'étais parti à la radio? Ah oui, Parler non, du film. c'était... Alors attends, c'était je crois en Suède. Ah, en Suède. En Suède, ils avaient banni le film et ils avaient banni 2 films, lui et Natural Born Killer. Ouais. Tu vois, et c'était la 2e fois, donc j'étais très fier et donc j'ai dit non mais je vais quand même aller faire de la promotion pour le film banni. Ouais. Ouais. Et j'étais allé là-bas et j'étais très provocateur à l'époque, tu vois. Et j'étais allé faire une radio anarchiste. Et ce que je trouvais, c'est que la radio anarchiste suédoise, ils me regardaient comme ça quand je parlais, et dire qu'il faut pas de censure sur les œuvres. Ouais. Et tu vois, et je me rendais compte que les anarchistes de cette radio étaient très soft et nerveux de pouvoir continuer à diffuser. Donc Même eux, ils se disaient, ouais, tu vas un peu loin là. j'étais surpris de la... Voilà, j'étais surpris. Je pense que ça a changé, ça a bougé. Je suis retourné en Suède. Tu vois, j'ai plus fait attention à ça. Alors après, j'ai fait des films moins provocants. Tu vois, le Doberman était quand même un pic. C'était le pic, ouais. Le pic de l'ultra-violence. Après, ouais, t'es parti sur Coco Chanel, des trucs un petit peu plus calmes. Mais il y a de nombreuses personnes qui te connaissent pas pour les pubs que t'as faites. Parce que t'en as fait quelques-unes quand même. T'as fait la pub de Dessiner c'est gagné, ce qui me flingue. Quand même. Où t'as fait des pubs pour Miko, t'as fait des pubs pour Adidas aussi, pour la Predator. Est-ce que t'as vécu dans des meetings de pré-prod de ces pubs Oui. des instants Oui. Madone Oui, oui, bien sûr. avec comme Octave dans 99 francs? T'as vécu ces Bien moments-là? sûr. Écoute, donc quand j'ai commencé à faire des pubs pour effectivement deux jeux. Il y avait un, c'était Dessiner c'est gagné, et l'autre c'était un jeu d'araignée, tout ça. C'était horrible pour moi. Ça a été horrible parce que j'étais avec un producteur détestable et j'avais beaucoup de pression et j'étais pas sûr de moi et j'essayais de faire des choses. C'était des souvenirs terribles. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer des producteurs anglais, Helen Langridge. Et l'Angleterre a été beaucoup plus... J'avais fait Gisèle Kérosana. L'Angleterre était beaucoup plus ouverte à ça. Et les Anglais étaient beaucoup plus cool. Et donc, j'ai fait plutôt une carrière en Angleterre. Enfin, des gros films. Adidas, Smirnoff... Gordon Jeans, tout ça. J'ai fait tout ça en Angleterre. Et j'ai vraiment eu pendant quelques années, on va dire, une carrière en Angleterre. Et c'était super, j'avais rencontré... Et en fait, j'ai eu un tournant, c'est quand j'ai rencontré Peter Gabriel pour faire un clip, et en fait, je suis parti, finalement, tu vois, c'était un peu le sommet, et j'aurais adoré, hein. Ouais. Et puis, je suis allé finalement faire Vibro Boy, parce qu'il fallait que je fasse de la fiction, et que je voulais être un réalisateur de fiction, et qu'avant tout, de faire des pubs était quelque chose qui me permettait de développer la technologie, en fait, tu vois, on faisait des pubs de fou. Pour Smirnoff, j'avais un 747, quand je pense là, aux échos, à l'éco-responsabilité, qu'on n'avait pas du tout dans les années 90. Un vrai 747, qu'on manœuvrait avec la caméra, les plans, qui roulaient sur le tarmac, c'est du délire, tu vois, pour une pub, quoi. Pour une pub. Donc ouais, c'était une très belle période, voilà, et puis petit à petit, ça s'est... Alors, je vais répondre à ta question. Oui, bien sûr que... En fait, souvent, quand j'ai fait des pubs, j'ai pensé, mais c'est dingue, le public ne sait pas ça. Tu vois, sur un tournage, d'un coup, tout le monde qui s'agite sur le packshot. Tu vois, j'ai rêvé. Parce que le packshot, tu le fais en général tardivement. Parce que tu veux finir tous tes plans. Et en même temps, c'est le truc le plus important. C'est pour ça que tu fais ce film. Eux, c'est leur produit. Donc, si tu veux, t'as le packshot, tac. Le monde s'arrête, tout le monde vient pour la brillance, le truc, attention, le fond, tu vois, ça devient un truc. Et il est 22h, 23h, tu vois, et ça dure 2-3 heures pour faire un plan fixe d'un produit. C'est le truc pénible, quoi. Voilà. Mais bon, c'est la règle du jeu, c'est normal et tout. Il m'est arrivé plein de fois de vouloir écraser la boîte qu'on était en train de filmer, tu vois. Ce que j'ai fait dans 99 francs, tu sais. Ce que t'as fait dans 99 francs. Ça, c'est un truc perso. Et puis après, les réunions qui durent 12 heures, tu vois, et l'histoire de la couleur de la moquette ou le vert c'est vraiment pas loin de la vérité. Il y a même des choses plus délirantes. Par exemple, quand j'ai fait la pub Smirnoff, mais c'était sympa les Anglais, mais ils partaient en saucisse des fois les clients. Par exemple, je me rappelle, on faisait Smirnoff, c'est des insectes qui s'accrochent à l'aile d'un 747, ouais. Tu vois, qui se regardent et tout. Et qui tripent ensemble, tu vois, et qui vont de Londres à New York, quoi. Ouais.
Donc c'est juste un voyage, un road trip d'une mouche, une libellule, tu vois, un hameçon, etc. Et je me rappelle en réunion, il disait, il faut qu'on sente l'amitié, la relation entre la mouche et entre eux, parce que c'est un truc de groupe et tout. Et à un moment donné, je me rappelle, est-ce que tu peux le faire parce que c'est des Anglais? Je dis, écoutez, je vais être très limité, parce qu'avec des yeux à facettes, pour faire passer l'émotion, c'est complexe. Vu que ça ne bouge que comme ça une mouche, tu vois. Ouais. Et après, je dis, on va pouvoir mettre de la musique, on va pouvoir ambiancer, mais ça sera compliqué. Et les mecs ont rigolé, on dit... contre chant Voilà. avec les regards, les machins. Et les mecs ont dit, oui, c'est vrai, pardon, tu vois. Et parfois, j'ai fait des réunions, j'ai fait des films pour Peugeot, pas mal, Ouais. 3 ou 4 des gros films, même. Moi, j'aime assez faire de la publicité, parce que d'un coup, c'est comme une scène parfois de film, tu vois. Et tu mets ton savoir-faire, et tu as des moyens, par contre, dingues. Pour faire 40 secondes, tu as presque le budget d'un petit film. Donc, Ouais. tu peux peaufiner. Tu peux être au quart de poil, quoi. Ouais, tu peux faire une scène de ville. Moi, j'avais fait une scène de ville où il y avait que des femmes pour Peugeot, et donc on a bloqué le centre de Madrid. Tu vois, c'est comme si tu faisais la place bloquée. Et on avait 400 figurants, il y avait pas un... Et on a tourné là-dedans comme un décor, un dimanche, hein, mais... Donc tu fais des choses intéressantes. Mais quand j'ai fait 99 francs, je me suis dit, bah, c'est formidable, on va pouvoir partager ça, Mhm. tu vois. Et montrer ce monde-là, quoi. Et montrer, parce que c'est pas la pub en soi, tu vois, la pub, elle n'est que le manifester dans son extrême, le sommet de l'iceberg, tu vois, le truc qui dit, voilà, les relations dans l'entreprise, la société de consommation, comment on se traite, c'est ça. Et comment Et c'est la extrême. personne qui vend ces trucs-là et qui, entre guillemets, vend son âme au diable, le vit en tant que créatif. Tu vois, vend sa créativité à un truc qui est purement mercantile. Et cette espèce de conflit de l'artiste et tu sais, du côté, genre, faut bosser. Mais en même temps, tu vois, genre, j'ai pas envie de brider trop ma créativité. C'est ce qui flingue Octave dans le film, quoi. C'est cette espèce de dilemme qu'il arrive pas à réconcilier. Ça doit être... Je me dis, pour quelqu'un comme toi, comme des grands réalisateurs, même Alain Chabat qui avait fait la pub d'Orangina à l'époque, ça doit être compliqué de concilier les deux, ou à moins d'avoir un producteur qui te dit vas-y gars, on t'a fait venir, c'est pour avoir ta patte, fais ce que tu veux, quoi. Non, parce que si tu veux, une fois que tu fais des films, avant, quand tu fais des pubs, au début, quand je faisais des pubs, c'était ce que je faisais. Donc c'est ce qui allait me permettre de faire autre chose. Donc je voulais que la pub soit le plus créative et au mieux possible. Mais pas forcément, je m'occupais pas forcément assez du produit, de ce que je vendais. J'avais un concept, je racontais une histoire, tu vois. Quand après tu fais des films, si tu vas faire une pub, tu écoutes les gens plus, tu dis ok, en fait vous m'engagez pour mon savoir-faire pour faire un film qui raconte cette histoire. Et il y a votre produit à l'intérieur. Et tu poses des questions. Et en fait tu deviens un meilleur réalisateur de pub, pas créative, mais au service de cette industrie de passage, tu vois, et tu dis ok, bah écoutez, voilà, comme une commande, tu vois, Ouais, c'est une commande. Ouais. Et le truc qui est, alors si tu es dans cet état d'esprit comme peut l'être, et en plus Chabat il a eu quand même, tu vois, il est super drôle son film. Moi j'ai fait quelques films qui étaient très créatifs où j'ai aucun problème. Et puis d'un coup tu te dis on pourrait aller jusque là, il dit ah, non, ok, pas de problème, on revient, c'est déjà bien. Ouais. Tu vois. Donc je pense plus que le monde qui doit être difficile en publicité, c'est pas le réalisateur, sauf ceux qui ne font que ça. À un moment, ça doit être un vertige de vacuité, tu vois. Mon savoir-faire, à service de quoi? Ouais. Au service de quoi il est, tu vois. Ça doit être difficile au fond de ton subconscient, ton cœur et tout ça. Il y a un truc qui va pas parce que tu es vraiment dans un espace qui est pas forcément. Voilà, tout le monde a envie, personne n'a envie d'être réalisateur de publicité, tout le monde a envie d'être réalisateur de films, je crois, hein, ou photographe, ou artiste, tu vois. Ouais. C'est comme si t'es photographe, tu fais que des photos de kebab pour les restos, quoi. Un petit peu, même si tu dois trouver du plaisir dans ce que tu fais et trouver un accord avec toi-même qui est juste, hein, c'est-à-dire, c'est ça qui est ce que je plains moi j'en ai vu, tu vois, c'est des réalisateurs de pub, parce que quand on fait des films de publicité, on est plutôt bien payé. Donc quand on passe d'un statut d'étudiant ou de court-métragiste à faire des publicités, ta vie change.
il y a deux solutions. Soit tu as un grand rythme de vie parce que d'un coup tu t'achètes une belle bagnole, un appart au bout de un an, hein, c'est pas non plus. Mais après, tu dois continuer pour ton rythme de vie. Moi, c'est vrai que ce que j'ai fait, j'ai dit c'est un moyen de faire mes films. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas changé mon niveau de vie, ou à peine, tu vois, juste un peu plus de confort, mais à peine. Et l'argent, je l'ai réinvesti dans les courts-métrages. Ouais. C'était vois une marche pour aller Voilà, exprimer ta créa. Tu vas faire quelque chose, tu apprends, tu récupères de l'argent, cet argent et cet apprentissage, tu le réinvestis dans des choses qui te concernent plus. On en a parlé au début, on va parler un petit peu chamanisme, porte de la perception, tout ça. On a retrouvé évidemment ça dans Blueberry, dans D'autres mondes, dans Darshan, et plus récemment dans Ayahuasca Cosmic Journey. C'est quoi ton souvenir de voyage intérieur le plus fort? En fait, celui le plus fort que j'ai dû faire, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviendrai que quand je retournais dans un voyage très fort, en remontant dans un espace où la mémoire de ce voyage reviendra. D'accord. Il y a des espaces, c'est tellement fort qu'en fait tu t'en souviens, tu vis quelque chose dans un espace, tu rentres des informations, mais il est tellement loin de cet espace qu'on a là quand on échange, l'état naturel, on va dire. Voilà, l'état. C'est un état de conscience modifié très fort. Tu reviens avec des brides, hein. Je peux te dire, hein, c'est moi les plus forts au fond, c'est quasiment la première année en Amazonie, tu vois, où j'ai fait les voyages les plus forts. Oui, avant même que je fasse le film, quand j'étais juste avant. Quand tu étais en train de préparer Blueberry. Voilà. Et puis après, régulièrement, je dirais, sur maintenant 24 ans, une fois tous les 2 ans, il y en a un qui est aussi fort que cela, ou une fois tous les ans, un. Ouais. Tu vois, comme j'y vais comme régulièrement. Mais ce qui est intéressant, je trouve ce qui est intéressant, c'est que tu fais ce voyage, tu rentres tu penses t'en souvenir, d'accord, et puis après tu reviens dans la vie, et puis si tu reprends une dose forte et que tu te rapproches de cet espace, la mémoire de cet espace revient et tu fais oh, aïe 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 aïe, et tu y vas. Quand je dis aïe aïe aïe, c'est que c'est fort parce que tu as le sentiment de mourir. Tu dois mourir à ton identité pour entrer dans cet espace que les Indiens appellent le monde des esprits. Mais mourir à toi, ça veut juste dire, tu vois, d'un coup, tu n'es plus tes pensées. Tu n'es plus cet être qui est regardé, qui pense, qui agit. Tu es le réceptacle d'une expérience dont tu es le témoin et tu dois laisser l'expérience se produire de manière à ce que le monde invisible puisse interagir avec toi. Et tu ne dois pas saisir les pensées, et tu dois te concentrer à laisser la médecine, les plantes psychoactives puissantes, te traverser. Voilà. Mais c'est comme, au fond, hein, je vais faire une métaphore, c'est pas directement ça, c'est comme si on t'enlevait toute la peau. Et que tu vois tout. Donc tout, tu regardes ton cœur. Quand tu regardes ton cœur va se mettre à battre, mais tu sais que ton cœur va se mettre à battre parce que tu le vois. Ouais. Mais voir tout, c'est voir la réalité de ce que tu es. Tu vois, c'est la réalité de ce que tu es. Donc, c'est de l'enseignement. Par contre, personne n'a envie de voir ça. Et tu peux te retrouver dans ce type de situation. C'est cauchemardesque un peu. Non, c'est pas cauchemardesque. Enfin oui, il y en a qui peuvent être cauchemardesques, mais il faut nettoyer son subconscient, son inconscient, ses peurs, tu vois. C'est du nettoyage, tu vois. Donc quand tu rentres dans des mondes obscurs, tu dois avoir la foi que... voilà. Tu vas en ressortir. Ouais, avec la foi que tu as en cette médecine, la foi que tu as en la force de l'amour plus fort que la peur. C'est la foi que ça questionne. Questionnant ça fait aussi, comment dire, ça cultive en toi un espace où tu vas être plus heureux, parce que d'un coup, tu vas à un moment être confronté à ces forces et tu vas devoir faire des choix. Et on est beaucoup, nous les êtres humains, on est beaucoup tenus par nos peurs, tu vois. Parce qu'on est construit, hein, la peur est une chose très positive. La peur, elle évite d'aller courir tout nu et de se faire bouffer par une bestiole dans la forêt. Mais le problème, c'est que notre espèce, elle s'est construite
avec des peurs cohérentes de survie, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus ce type de peur. C'est des peurs de projection, ce qui deviennent des phobies. On apprend tout, tu vois. Et donc, on est plein de ces énergies de peur. Et moi, j'ai vu ça en moi. Et c'est aussi régulièrement quelque chose qu'il faut nettoyer. Parce que je suis comme tout le monde, tu vois. Je vois ce qui se passe sur notre planète. À un moment donné, je regarde... Enfin, voilà, je regarde pas trop les news. J'ai pas vu d'image en mouvement depuis... j'ai pas de télé, tout ça. Mais tu vois passer des news et tu te dis, ouf, il y a quand même des choses dures. Ouais. Et ben mine de rien, tout ça, ça rentre en toi comme une force, tu vois, la peur. Ça te nourrit de choses un petit peu négatives qu'il faut purger, quoi. Ouais, voilà. Donc pour moi, c'est une médecine, cette chose, tu vois. C'est pas des expériences. Au début, j'y étais allé en me disant, je vais avoir des expériences, je vais voir une réalité cachée peut-être, ou ce que je suis. T'as pas Ça eu fait peur partie. de rencontrer un chaman qui te fasse tester des plantes là qu'il a concoctées en venant d'une culture occidentale où on regarde les effets secondaires sur les médicaments. T'arrives là-bas, il y a plus tout ça et on te dit vas-y prends ce truc et tu vas voir c'est magique. Tu t'as pas eu un moment d'appréhension en disant wow, je peux crever là avec ces plantes si ça m'empoisonne, je fais quoi? C'est un peu un saut de la foi quand même. Jamais personne m'a dit vas-y prends cette plante, ça va être merveilleux et de la magie, hein. Personne. Aucun Indien. Il m'a dit attention, c'est fort. tu veux? Pourquoi tu fais ça? Ah ouais, ils t'ont Tu prévenu. veux? Ok. Pourquoi? C'est une médecine. On vient d'une autre culture. Donc, après, il t'observe. Il dit bon, il va tenir. Ou il est déterminé. Ou tu vois. Ouais. Et t'as forcément de l'appréhension. On a tous peur de la peur. Peur de l'inconnu. Peur d'avoir peur. Ouais. C'est pas la nature de la peur. Mais les plantes, ça t'oblige à lâcher prise. Lâcher le contrôle, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'on est tous un peu des contrôle freaks dans notre monde. Alors, on aime bien pouvoir cadrer nos vies, puis dès que ça commence à bouger, et même au niveau sociétal, tu vois. Et ben ça s'appelle le grand lâcher prise, quoi. Ouais. Voilà, il faut lâcher prise. C'est quand même, Et ça, c'est quand même difficile. intense. Hein. Voilà. Je sais pas si j'aurais la foi de me retrouver avec des chamans qui me disent bon bah c'est maintenant. Tu commences par des petites doses et tu Non, c'est l'inverse. t'augmentes ou c'est tout de suite. Ça dépend. Ça dépend. Tu sais, ça dépend qui tu es, ce que tu cherches, où tu es, tu vois. C'est pas nécessaire de commencer par des grandes doses, mais les doses fortes te projettent dans l'expérience. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que tu t'es jamais monté, t'as jamais vu le ciel, t'as pas de télévision et tout. On t'amène dans un avion. On lui dit saute avec le parachute. D'accord? Bah, ça va résister, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il va s'accrocher à la porte. Et bah, toi, si tu prends une petite dose, tu vas sentir ce monde-là, tu vas rester accroché toute la nuit à la porte à résister. Alors que si on te met un coup de pied au cul. Voilà. La grande Tu dose, vas. c'est le coup de pied au cul, t'as rien à faire. C'est dur. Ouais. Mais d'un coup, tu fais quoi là? Non. Et paf! Et bah après, tu T'as pas sais, le choix. l'oisillon qui saute du nid. Ouais. Hein, T'es obligé de voler quoi. il faut pas qu'il mette les mains devant les yeux, il va être obligé de battre des ailes. Ah c'est intense. C'est intense. On va parler un peu de vape. T'as fait Vape Wave, où j'ai eu l'honneur d'être dedans aussi et on a fait quelques plans ensemble. T'en es où de la vape dans ta vie? Ça représente quoi pour toi maintenant la vape? Punaise, tu me fais faire dans mon esprit des sauts quantiques, tu vois, de cinéma. Voilà. Bah écoute, oui, nous on se connaît depuis longtemps, depuis cette époque-là. Depuis Vapewave, c'est mon film militant pour ce sujet quand même important qui nous permet de regarder à ce point-là comme notre monde est foireux, quand tu as une solution, de voir que même que cette solution on la retient et ouais, c'est surréaliste. Mais ça donne beaucoup d'indications sur notre monde en fait, tu vois. Donc puisque ça c'est aussi un peu le sujet de l'imaginaire, se réfugier parce que notre monde quand même il y a des choses qui sont pas top. Alors la vape aujourd'hui, bah, c'est quelque chose. J'ai pas fumé depuis 2014, donc ça fait presque 10 ans. Hein, donc c'est bien, je crois que j'ai pas fumé une cigarette. Donc ça marche. Ça marche. Quand je suis en Amazonie, parce que là j'y vais régulièrement, je me suis fabriqué des e-liquides avec le tabac. Parce que le tabac c'est une plante maître et c'est une plante que tu utilises en cérémonie pour nettoyer et que tu diètes, que j'ai diété. Tu bois des jus de tabac, tu la diètes pour prendre ça, pour avoir une relation avec le tabac.
Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fabriqué des liquides avec la glycérine végétale, avec le tabac d'Amazonie, tu vois. Faites pas ça chez vous, hein. Ouais. Faites pas ça chez vous. Yann, il sait ce qu'il fait. T'es chaman, toi, maintenant, officiel, en fait. Tu peux Non, faire non, le rituel. oui, mais moi, ça fait 25 ans que j'en fais. Donc, oui, j'ai les diètes et tout ça. Mais c'est pas. Guérisseur, c'est une profession. C'est comme médecin. Tu peux avoir le diplôme, mais si tu pratiques Si tu pas pratiques régulièrement. pas, ouais. Moi, je vais avec les Indiens, parfois en cérémonie, je suis avec eux et je suis dans les champs et dans la pratique avec eux. Mais voilà, un guérisseur, c'est la différence entre un infirmier. Hein. Tu vois, on peut dire, tu travailles dans l'hôpital, oui, bah, il y a les infirmiers, il y a les chirurgiens. Ouais. Voilà. Je suis pas un infirmier. Toi, t'es infirmier. Voilà. Mais tout ça pour dire quoi sur la vape, c'est que ce liquide que je fais, du coup, tu vois, je le vape, j'ai même fait tester au Shipibo et tout, et ça fonctionne très bien. Alors, faut pas le faire parce que c'est des liquides qui sont pas filtrés, c'est tout fait soi. Ouais. Mais j'inhale pas dans les poumons, hein. Tu vois, eux, ils fument une pipe, ils n'inhalent pas le tabac. Mais j'avais envie vraiment de déconnecter complètement La combustion. voilà, la combustion enlevée complètement, et jusque-là ça marchait. Peut-être qu'un jour en cérémonie je refonde la jungle et j'aurai plus de batterie, ben, je prendrai un Mapacho et je le fumerai. Il n'y a pas de problème, mais j'aime bien la symbolique de pouvoir dire voilà, j'ai T'as fumé une amené la cigarette vape dans les rituels amazoniens, quoi. Oui, peu. pour moi, alors parfois je suis obligé de le dire à des gens, hein. S'ils me voient avec ma vape, tu vois, la souffler, et je dis attendez, c'est bon, hein, je vape pas un liquide à la fraise, hein, vous inquiétez pas, quoi. Tu vois. Ouais. Tu précises quand même, c'est important. Et alors la vape dans ma vie, j'ai pas répondu complètement à ta question. Vas-y. Ça, j'ai dit par rapport à ça. Donc j'ai plus fumé, je vape. Avant, effectivement, quand on s'est rencontrés, il y a presque une dizaine d'années, quand voilà, c'était Woodstock. C'était les nouvelles machines, l'école, t'allais voir des vidéos d'un mec qui fabriquait des, tu vois, c'est un truc comme la moto custom, comme aujourd'hui un peu encore, peut-être un peu la Giro Roule, skate électrique, des communautés, tu vois. Il y avait un truc vraiment super dingo avec l'interdiction qui planait. Et d'un coup, cette solution, cette joie collective des fumeurs qui se disent, mais en fait, c'est mieux de vaper. Et moi, je me souviens que je commençais à fumer à 18 ans, je me disais, ils ne pourraient pas inventer juste la même chose, mais qui ne fait pas de mal, quoi. Ouais. Ou beaucoup moins, tu vois. Ouais. Bref, aujourd'hui, je ne regarde plus trop de choses concernant la vape. Ah, on se voit de temps en temps, donc forcément, j'apprends des choses, ou avec Florent, avec l'équipe de Pipeline, de temps en temps, pour le plaisir, j'aime voir ce qui est nouveau, etc. J'aime bien ça, tu vois, je fais plus mes cols, je prends des cols déjà faits, alors que j'ai passé tant de temps à avoir le plaisir de les faire. Tu vois. T'as même Mais au tapé bout un de- vieux dry hit sur les marches à Cannes. Hein ah ouais. Sur les marches à Pour la Cannes. photo. Sur les marches à Cannes, c'était ma mission. Tirer une grosse barre sur un dripper. Ils m'ont tous sauté dessus, la sécurité. Tu as la photo, j'avais posté. C'était mon but. Magique. Voilà, c'était. C'était un très faut que bon je fasse moment. ça. T'as mis ta santé en danger à tirer sur un dripper qui avait plus de liquide, mais bon. Punaise, ouais. Puis alors après c'est la pire, c'est toujours pareil. Tu sais, les marches de Cannes, c'est la pire des publicités. Si d'un coup tu fais, et tu vomis, c'est terminé. Tu vois, ouais. Mais ça aurait été j'ai pas fait un lancé. dry hit, c'est-à-dire j'ai tiré et j'ai senti, j'ai arrêté tout de suite. Tu vois. Ouais. Mais ça va vite sur un dripper Ouais, ça va super quand il est vite, très ouais. bas, quoi. Ouais, surtout qu'en plus, à l'époque, ouais. C'est toi qui m'avais préparé le coil, hein. Tu m'avais mis un col de folie. Hein. Ah, tu m'as dit que tu voulais faire de la vapeur. Je Ouais. t'ai fait ce qu'il fallait. Hein. Mais ouais, c'était un peu intense. T'as bossé sur des énormes plateaux, comme celui de Blueberry, l'expérience interdite, et des choses plus minimalistes, comme Vapewave, où il y avait littéralement 2 personnes sur le plateau. Ça a été quoi ta plus grosse équipe de tournage, et quel est le plus gros challenge qui est lié à gérer autant de personnes sur un plateau? C'est deux choses presque un peu différentes. La plus grosse équipe que j'ai eue sur Blueberry, c'était un très 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 gros budget. J'avais 230 personnes pendant 110 jours de tournage. C'est le plus long tournage que j'ai fait, c'est 21 semaines, je crois. Ouais. Tu vois, les autres films, je les ai fait plutôt en 12 semaines. Donc ça veut dire que tu vas tourner sur un décor, tu as 18 camions, tu as des cantines, il faut faire manger 200 personnes en plein désert. Tu vois, c'est une logistique de malade. Voilà. Donc ça, c'était la plus grosse équipe.
j'avais fait le Doberman et puis j'étais dans un espace en mission, tu vois. J'étais un peu comme les Blues Brothers en mission. Il faut que je fasse Blueberry, il faut que je fasse ce film autour des plantes, tu vois, de ce que j'avais vécu. Et donc j'ai même pas fait attention à... Rien n'était impossible, tu vois. J'étais plutôt dans un autre état. Il fallait dire, attends, attention Yann, t'es pas tout seul, on va aller dans le désert là de nuit, mais il y a 230 personnes, est-ce qu'on peut pas faire autrement et tout. Et seulement avant, je commençais... Depuis, j'ai fait autrement. Hein. Mais la scène qui était la plus complexe, tu vois, à faire, ça a été le sac du printemps dans Chanel et Stravinsky. Parce que tu as 60 danseurs ou 40 danseurs, ou je sais plus combien de danseurs. Tu as 1000 figurants dans la salle. Tu as le théâtre des Champs-Élysées, mais tu n'y as accès qu'une heure pendant 3 soirs dans le vrai théâtre parce que tu dois arriver, monter tes décors, tourner tes plans. Après, tu dois reconstruire la scène du théâtre des Champs-Élysées et les coulisses dans un autre décor en faisant les premiers rangs avec juste ça que tu peux faire. Et tu dois mélanger tout ça dans un truc chorégraphié où tu sais que ton plan commence, le violon fait ça, mais la danseuse fait ça à gauche. Donc, ça te demande de masteriser d'abord comment tu vas faire toute cette scène au plan près. Une fois que tu as fait ça, tu dois tourner ça, mais surtout, tu dois aussi te dire, voilà, et ça, je le fais dans le studio, mais le contre-champ, je le fais au Théâtre des Champs-Élysées, et quand la caméra fait ça, je la coupe en 2 morceaux, le plan, j'en fais un en studio, en Théâtre des Champs-Élysées. Donc, si tu veux, et à tourner, tu as, d'un coup, tu te dis, voilà, avant de dire moteur, faut faire entrer les figurants qui sont tous habillés, tout le monde, la grue, rentrer en courant, on se met tous en place, 10 minutes après on tourne le plan, donc faut savoir exactement. Ça c'était le plus compliqué. Et c'est une des scènes de mise en scène que j'aime le plus parce qu'elle est à la fois créative mais classique et voilà, on se rend pas compte en fait. Et mais techniquement hyper complexe quoi. Ouais, voilà. C'était et humainement un challenge complet. Ouais. Même toi tu t'es dit genre waouh, là c'est... Non mais après dans chaque film tu as des scènes complexes. Une des choses les plus dures dans le Doberman, c'était la boîte de nuit. Tenir avec toute cette scène d'action pendant une semaine, c'était très complexe, tu vois. Et pareil, il y avait des choses dans différents endroits. Tous les films, j'ai des challenges, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Mais le plus gros de tous, c'est celui-là. Ouais, ok. Est-ce qu'un jour, tu as abordé, parce que dans tous tes documentaires et dans toutes tes œuvres, il y a en dessous de ça, parce qu'on se connaît un petit peu, il y a une passion, il y a un moteur, il y a quelque chose qui, toi, t'a parlé et tu t'es dit, je vais faire ce projet, comme Vapewave, comme Darshak, comme Blueberry, etc. Est-ce qu'il y a un sujet qui t'a intéressé dans ta vie à ce point-là ou qui t'a passionné et que t'as pas traité en documentaire ou en film ou en quelconque format que ce soit, vu que tu fais tous les formats? Oui et non, en fait. C'est toujours les mêmes sujets. Ce qui m'intéresse, c'est quand même 2 choses, de communiquer sur l'invisible, ou en tout cas, comment nous on se perçoit, tu vois. Nous, on se perçoit avec nos sens, on partage ça, et à la fin, on étudie ça, on se voit comment ça marche, on se dit, bah c'est ça la réalité. Et c'est juste une dimension pour moi. Tu vois, c'est ce qu'ont montré les Indiens. Donc tout ce qui va sur la conscience de ce qu'on est, au-delà de la culture et tout de ce qu'on est, de comment on interagit avec notre milieu, quels sont les langages, qu'est-ce qu'il y a quand on pense, qu'est-ce qui se passe autrement, les lectures différentes de notre truc, ça c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Donc au final, c'est le même sujet. J'ai pas un sujet, mais c'est le traiter différemment. C'est pas le traiter même hors du monde indigène. Hein. C'est ce que t'apportes, toi, la rencontre. Moi, la rencontre avec le monde indigène et les plantes m'a apporté beaucoup dans comment guider mon expérience de vie, faire même mes choix de cinéaste, se libérer de envie, de réussite, de machin, d'être plus dans le présent, le désir de partager certaines choses, les énergies que contient un film, une bande dessinée, une œuvre, etc. Et ça. Finalement, j'ai fait Vapewave. Voilà, j'aimerais bien faire... Il y a un truc que j'aimerais bien faire, et que j'ai un projet comme ça, c'est une série sur... qui sont des docs, et là c'est rejoint Vapewave, une série sur tout ce qui est transportation éco, ce que j'appelle moi les transports alternatifs. Ouais, c'est-à-dire en fait il va falloir, nous de manière générale dans notre monde, on se rend compte que d'un coup il va falloir qu'on réduise notre consommation de métaux, d'énergie, de tout ça. Et tout ça nous paraît très fade. Et moi je trouve qu'il y a un très bon exemple, c'est qu'on peut réduire et s'amuser presque plus, tu vois. Et bon, moi ça a été l'exemple
en faisant du skate électrique, tu vois, de me déplaçant en skate électrique, mais aussi le plaisir de rider dans Paris sur les ponts le soir, c'est de faire du ski quasi. Puis après de la gyroro, tu vois, et T'as revendu ta moto. j'ai revendu ma moto. Parce qu'en gyroro, tu peux rouler sous la pluie, de nuit, tu peux faire 50 km, donc j'ai plus besoin de moto. Ça m'a fait un peu de mal parce que j'aimais beaucoup, c'était une belle moto, mais je pense que ce sujet-là m'intéresse. Et donc j'ai un projet, une forme de série, documentaire zinzin qui raconte, qui va te montrer ça en exergue de ça, ce qu'on fait là sur la transportation. Regardez-le bien parce que ça vous change la vie, c'est beaucoup plus fun et simple en fait, et tu consommes moins de choses. Et est-ce qu'on pourrait pas l'avoir dans les autres territoires? Et t'as un côté un petit peu militant aussi, un petit peu là-dessus, sur l'écologie, et puis et c'est vrai que la gyroro, le skate électrique et tout, c'est des trucs très très fun. Après, faut être en condition quand même. C'est un point de vue. Tu peux pas faire ça si tu pèses 200 kilos et que t'es pas en forme, quoi. Faut tenir sur tes pattes quand même. Ouais, bon, d'accord. Mais si tu pèses 100 kilos, tu peux. Ouais. Tu vois, c'est déjà. Après, la gyroro, elle te tient pas. Mais, oui, ça te maintient en forme. Mais enfin voilà, tu vois, ça va. C'est pas. Après, il faut avoir envie, tu vois. Mais par exemple, il y a quand même beaucoup de gens qui skient. Ouais. Tu vois, tous ces gens qui skient correctement. C'est un apprentissage de faire de la gyroro. Je prends pour le ski comme exemple. Mais la sensation, moi, j'ai plus fait de ski depuis quelques années. J'ai l'impression de faire j'ai plus envie. Alors, je manque la montagne, hein. La montagne me manque, la nature me manque. Et en plus, je suis allé pour un repérage d'un film, alors que je n'avais pas fait de ski pendant 4 ans, à la montagne, Mont Blanc, Aiguille du Midi, neige difficile. Je suis parti en ski, les cuisses, j'ai rien senti, j'ai aucun problème. Bah ouais. C'est en fait, parce que tous les jours, je faisais du skate ou de la gyroro. Donc, les snowboarders doivent faire du skate électrique et les skieurs de la gyroro. Il faut que je m'y mette au skate Voilà. électrique. Ça fait trop longtemps qu'on en parle. Faut vraiment que je m'y mette, quoi. Faut que je me prenne une Donc, boostille, un truc comme ouais. ça. Ouais, non, mais clairement. Et si tu fais du ski, ouais, clairement, il faut se mettre, c'est trop sympa. Ouais. D'un coup, tu vas aller à un rendez-vous, c'est un ride. Tu as un rendez-vous en moto, c'est pas un ride. Tu dois aller dans le 14e, tu vois. Tu dis oula, voilà. Là, tu dis que les trucs de vélo, les ponts, tout ça. Tu te fais une balade, t'es pas obligé d'aller vite. Et tu mets moins de temps. Moi, je pense que je mets autant de temps qu'en moto, voire moins quand c'est un peu bouché, qu'en moto, tu as du mal à passer. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, dans Paris, il y a des gens en moto, tu ne peux pas passer. Tandis Alors, qu'en gyroro, aujourd'hui, en tu prends ton particulier. skate. Voilà, Avec les grèves, là, c'est compliqué. Tu as connu l'avènement du numérique, toi? T'es sorti de ton école d'art plat et il y avait du Super 8 et pas grand chose d'autre à l'époque. Et maintenant, tout le monde a de quoi faire un film, quoi, dans sa poche, en fait. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, cet apport technologique et cette démocratisation du média dans ton art à toi? Aujourd'hui, si tu veux, quand même, c'est vrai, avec ton téléphone, tu peux faire un film. Peut-être pas pour le cinéma, mais pour YouTube. Donc, tu as la chaîne de diffusion. Tu as une chaîne où tu peux diffuser dans le monde entier ton film. Ça va rien te coûter. Tu vas faire ton film. Tu as un outil de montage sur ton petit ordinateur ou même sur ton iPad. Tu fais ton film. Donc, Même sur ton téléphone. Voilà, même sur ton téléphone. Donc, tu peux faire un film. C'est formidable pour faire émerger le talent. C'est génial. Parce que le cinéma, ce qui est compliqué, c'est quand tu commences à faire des films et que tu n'as pas de vidéo, et encore, c'est tout ça, c'est embryonnaire. Moi, je suis old school. Tu vois, j'ai commencé à une époque où on montait en 35, on coupait la pellicule, on tournait en pellicule, ça coûtait très cher de développer, donc on faisait attention à chaque prise, tu vois. Alors, ça apprend certaines choses aussi, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est génial pour voilà, quelqu'un qui est vraiment passionné. C'est les films qui feront la différence. Donc ça, c'est formidable, tu vois. Après, quand tu vas faire vraiment un film ou passer une étape, c'est aussi de combien tu engages ton énergie vitale. Ce qui est bien, c'est de pouvoir faire des films où tu te trompes. Parce que c'est qu'en trompant que tu apprends. Ouais. Par exemple, tu vas faire un film avec tes potes, tu ne poses pas des questions de casting, mais en fait, tes potes, c'était pas les bons acteurs pour le film, mais c'était tes potes, tu les as pris. D'accord ? Eh ben, ton film, finalement, si tu n'as pas les acteurs qu'il faut, en général, c'est le film, même s'il est très bien filmé, c'est pas ouf.
Et donc, prochaine fois, tu t'en souviendras. Tu vas passer plus de... Tu vois? Donc, si tu fais et quand tu fais des erreurs avec un film où tu as dépensé de l'argent, les économies que tu avais donné ta grand-mère, 10 000 francs, et tu fais des erreurs, eh ben... Tu les payes plus cher. Tu les payes plus cher. Tu peux pas le faire deux ou trois fois. Ouais. Avec ça, tu peux le faire tant de fois. Et après, je dirais que ces outils, moi, ils ont changé. Alors moi, j'aimerais toujours tourner en pellicule. Je pense que j'ai fait peut-être la dernière série télé avec Le Vol des Cigognes en 35 mm. Mais aujourd'hui, je tourne en numérique. Bon, c'est des caméras là, c'est des gros bousins, c'est du large format et des gros capteurs et tout, tu vois. Ça, c'est assez agréable dans un certain sens parce que tu peux aller plus vite ou tu peux parler pendant une prise. Tu vois, parce qu'il n'y a pas la consommation de pellicule. Il faut quand même gérer un minimum ta consommation. Hein. Mais ce que je trouve formidable, et ça c'est nouveau pour moi, je l'ai découvert, c'est que là, en décembre, j'étais en Amazonie et on m'a demandé de faire un petit film pour une association, des images, tu vois. Donc, j'étais en Amazonie à la communauté indigène. Juste avec ton iPhone. J'avais acheté un micro extérieur et en fait, je me rendais compte que j'étais en 4K. J'avais un iPad qui a de la grosse storage. Et donc, en fait, quand j'ai fait d'autres mondes, j'étais avec un pied, avec, tu vois, le son, le truc, une caméra un peu lourde à l'époque. Parfois, on était un peu lourd. Là, je pars seul, parce que si je pars quelque part, je pars avec un iPad et un téléphone pour bosser, tu vois, un scénario, les mails, enfin voilà. Donc ça, je compte pas le poids. Qu'est-ce que je rajoute? 300 grammes. Et là, je suis une équipe de tournage seule, je peux mettre des petits HF, j'ai un micro plugué, j'ai un stabilisateur d'image, un petit pied que je mets sur une caisse parce que le téléphone n'est pas lourd, et si je veux faire un plan fixe, je dois un bricoler. Mais quand je prends mon sac à dos et que je dois marcher dans la jungle pour aller faire un plan... C'est mieux si ça pèse 1 kilo que si ça pèse 30 kilos, quoi. C'est mieux si ça pèse 400 grammes, c'est carrément, tu le sens même pas, tu vois. Donc j'ai trouvé ça merveilleux, et j'ai un projet, j'ai envie d'aller refaire un doc, moi, sur un truc particulier des plantes. Et je sais aujourd'hui que je partirai seul. Ouais. Tout seul. One man band avec ton téléphone. Et tout seul, parce que comme ça, j'ai pas besoin d'aller chercher de l'argent pour faire beaucoup d'argent pour faire le film. Je peux commencer avec une totale liberté, tu vois. C'est très important. Et donc, peut-être ces outils, il y a des longs métrages qui peuvent tu peux faire aujourd'hui un long métrage avec ton téléphone. Bah, il y a moyen. Hein. Genre un projet Blair Witch ou des trucs comme ça. Voilà, après, il y a des films. Mais j'étais très étonné. Donc ça, je pense que, tu vois, ça peut changer aussi pour moi la donne sur certains projets. Après, tu peux pas tourner la scène de la danse dans Coco Chanel et Igor Stravinsky avec un iPhone. C'est plus compliqué. C'est-à-dire que quand tu développes une scène qui va coûter juste cette scène une fortune à faire, parce qu'il faut fabriquer les costumes, il faut louer le théâtre, louer les techniciens, le machin, tourner avec un iPhone est un peu con. Je vois pas le sens. Il faut que parce que la caméra, même si tu prends la meilleure caméra, tu vois, et nous on avait tourné en 35 à l'époque. Et moi, j'ai poussé une vis à faire le son sur Chanel et Stravinsky avec un Agra à bande. Parce que je dis, on fait un film d'époque, je veux pas de digital dans les datas entrent à la base. Que de l'analogique. Ouais, ce qui était une galère, parce qu'avec les bandes, il faut recharger, mais après, il faut recharger la caméra, tu vois. Tu as trouvé des chefs-op et des ingénieurs qui savaient manier ce matos? Non, mais à l'époque, on tournait encore. En 2008, je crois que ça date de 2008 ou 2009, on tournait encore en pellicule. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu ferais une scène importante, tu investirais dans ton matériel de prise de vue, parce que la scène coûte beaucoup, tu vois. Ouais. Avec une bonne équipe pour être sûr qu'il y ait la mise au point, tu vois, que c'est pas flou, qu'il y a un très bon chef-op et tout. Ça fait partie du truc, ça représentera un petit pourcentage de l'investissement global et tout le résultat. Donc il n'y a pas de sens à faire ça. Par contre, tu fais un doc, ou même je fais Chanel et Stravinsky et d'un coup on est en train de rouler en voiture et je vois un daim dans la forêt qui pourrait ressembler à la forêt du parc et je voulais acheter un stock shot ou aller tourner un plan et je dis arrête la voiture, tu sors, tu te mets en 4K, tu bouges pas, tu fais ton plan, après tu le poses, tu peux même l'intégrer dans le film aujourd'hui. Ouais. Donc il y a des choses, tu as une caméra dans laquelle d'un coup s'il se passe quelque chose que tu veux capter, tu sors ta caméra, tu le filmes. Et après, si tu veux l'intégrer dans un long métrage, tu le post-produis. Je réfléchis pas comme ça, mais je le sais.
Tu vois, la différence, c'est juste que je sais que ça existe et qu'à un moment donné, s'il y a quelque chose, je suis pas... Tu sais, il nous T'es arrive pas au à poil, cinéma, moi, il m'est arrivé plein de fois un peu... dire, c'est là qu'il faut tourner, mais la caméra est rangée, le temps de la remonter, c'est trop tard. Tu vois, t'as un coucher de soleil sublime ou un truc. Ouais. Donc tu te bats. Moi, je me rappelais que sur Blueberry, je disais, on démonte la caméra en dernier, quand il n'y a plus personne, tu vois. Ouais. Et tu regardes, Au cas où. tu vois, ouais, au cas où, et d'un coup, t'as un coucher de soleil, un truc. Un coyote une qui idée. passe, un machin. Voilà. Et tu te dis, ah, dommage, ce plan, j'aurais pu l'avoir, quoi. Ouais, mais j'ai C'est toujours avec fait ta ça. main, quoi. Parce que j'ai fait des docs, des plans, j'ai fait tout seul. Alors, c'était des caméras, c'était pas un téléphone, c'est une petite caméra vidéo, tu vois, un peu grosse comme tes caméras, mais de bien moins bonne qualité. Mais j'ai toujours fait un peu ça. Petite équipe, tu vois, grosse équipe, petite équipe, grosse... ça dépend du film. Ensuite, voilà, aujourd'hui, je peux me dire, effectivement, je vais peut-être avoir un carrefour. En fait, qu'est-ce que je fais en premier? Partir seul avec mon iPhone dans la jungle, commencer un truc, ou partir sur un très gros film et on va être 150 en équipe technique? Tu choisis quoi, là? Mais je choisis rien, on verra ce qui se passe. Mais j'aime bien les deux. Mais t'as le choix, quoi. J'aime bien les deux. Il y a des choses que tu ne peux pas faire seul et il y a des choses qui sont absurdes de faire à 150. Ça dépend du projet, quoi. T'as récemment, en parlant de projet, t'as récemment fait un projet BD avec La Tour. Il y a le volume 2 qui est sorti il y a pas longtemps. J'avais lu dans une interview que toi, tu disais que quand tu étais petit, tu voulais faire de la bande dessinée. C'était ton premier truc. C'est un rêve de gosse qui s'accomplit de pouvoir faire ça maintenant. Alors, moi, je suis rentré aux Arts Déco pour être dessinateur de bande dessinée. J'étais passionné de bande dessinée et tout. D'ailleurs, tu vois, j'ai fait Blueberry, c'était Moebius, mon dessinateur passionnant. Voilà. Enfin, j'étais fan absolu, tu vois. Donc, ça, tu sais, quand tu as entre 12 ans et 22 ans et que c'est ce que tu veux faire, c'est ton rêve, tu fais que travailler, dessiner. Ça compte de faire un album, pas tant La Tour. Parce que La Tour, c'est un album dans lequel j'ai fait le scénario et le découpage. J'ai travaillé sur le découpage de la moitié ou des 2 premiers tiers du premier album. Après, le dessinateur a fait ça. Donc, je me sens moins impliqué. Tu vois, alors je suis heureux parce que c'est une histoire qu'on a passé 10 ans à essayer de monter en cinéma quand même, en série, tout le monde adorait, donc voilà, donc c'était quelque chose mais qu'on n'a jamais fait. On a voulu nous prendre les droits pour les Américains, ok, mais on va mettre un Américain dessus, au revoir, donc on n'a pas voulu, on s'est dit, écoute, ça nous intéresse pas. Et donc ça fait exister ce travail. Cette histoire existe, on peut la partager avec les autres. Ça, c'est bien. C'est ça qui m'a fait l'aboutissement plaisir. d'un projet, quoi. Voilà. Après, là, en ce moment, je suis en train de dessiner un album de bande dessinée que je dessine sur Dr. Ayahuasca, qui est sur l'Amazonie, qui est mes aventures depuis 20 ans en Amazonie, dont certains dessins, je les ai fait en 1999. J'ai fait des petites planches de BD en 2000, 2001, puis après, j'ai refait des dessins, et en même temps, j'ai assemblé tout ça, et je redessine, donc c'est un plaisir de dessiner, tu vois. Et là, je retouche cet espace d'avoir eu envie longtemps de partager mes histoires en bande dessinée. Et là, en plus, pour le coup, c'est une histoire qui me tient vraiment à cœur. C'est parler toujours, on en a parlé aujourd'hui, mais tu vois, de parler des médecines, de ce que c'est, de comment ça fonctionne, de quel est leur intérêt et leur danger aussi, hein, comment on peut s'y perdre et comment faire. Bref, donc voilà. Donc la bande dessinée, oui, et c'est en ce moment que ça se passait. Donc là où je vais prendre dans les bras le passionné de BD que j'ai été, qui avait le désir de faire de la bande dessinée, l'adolescent, je vais le prendre dans les bras, c'est quand j'aurai dans mes mains l'album fini, et je vais le regarder, et je vais faire l'exercice de descendre. Retrouver moi, quand j'étais jeune, en train de dessiner, rêver, tu vois, juste, c'est pas, waouh, tu vois, c'est juste retoucher des choses de toi, parce qu'on est cet être composé de désirs d'enfant, de peur d'enfant, tu vois. Et le but, il est de pouvoir te rassembler. C'est pas trahir, tu vois, ce que tu as dit. Souvent, il y a un peu ça, on oublie et on abandonne des choses. Mais ces choses, elles sont en nous. Et elles surgissent de manière subconsciente, elles viennent te dire, non, c'est pas ça la direction. Et il faut faut retrouver le contact avec notre enfance de manière... Enfin voilà, donc moi ça fait partie, c'est pas un exercice thérapeutique, au sens où... Un peu, parce que le Yann qui avait 20 ans, j'ai vu des interviews de toi en vidéo de l'époque, d'il y a très longtemps, Ah oui. où t'étais...
tu vois, on sentait que t'avais quelque chose à dire sur la société. T'étais contestataire, subversif, en mode les gars, ce que je fais, ça vous plaît pas, vous avez qu'à pas regarder, et puis c'est tout, quoi. T'avais l'air presque en colère, tu vois, genre t'avais cette espèce de colère en toi, ça se voyait. Tu prenais les interviews avec le regard à la Full Metal Jacket un peu en dessous. Et là, maintenant, t'as fait la paix avec tout ça et tu reviens avec ce monde de la BD. L'ado que tu vas prendre dans tes bras, il est pas un petit peu en colère? Il faut que tu le calmes, en fait. Non, celui-là, il était pas en colère. Celui-là, il rêvait plutôt pas mal. Parce que les BD que je faisais, c'était pas des trucs trop provocants. C'est un peu plus après. C'est petit à petit en entrant dans... C'est plus en sortant des arts déco, tu vois, que là, ça commençait à naître la façon... Au début, j'étais juste dans la création, peut-être assez superficiel, tu vois, joyeux, plutôt joyeux, je crois pas. Par contre, ce que tu dis, c'est vrai, puisque j'ai commencé à faire assez jeune des films, tu vois, je faisais de la publicité quand j'avais 24 ans, ou mes courts-métrages, j'avais 24 ans, je crois, quand j'ai fait Gisèle Kérosène qui avait le Grand Prix. Donc, tu vois, j'étais jeune. Et donc, j'ai commencé assez vite à travailler. J'ai fait mon premier long-métrage, je pense, à 30, 33, 34, tu vois, 33 ans. Et donc, aujourd'hui, tu vois, j'ai 58 ans. Donc, déjà, la vie, naturellement... Ouais. Tu t'es assagi un peu? Bah non, mais c'est naturel. Et puis, bien sûr que bon passage chez les Indiens en jeu, parce que je vois des gars je vois des gars dans ma profession qui ont mon âge et qui sont toujours, moi je peux l'être comme ça. Mais quand c'est sur un plateau, que c'est créatif, que parce qu'il y a une jolie idée qui vient, même si cette idée est une énergie un peu dure, tu vois, mais elle sert le propos de ce que tu veux raconter. Et voilà, après, je suis pas dans le fight avec... je suis pas le fight... Voilà, avant j'étais dans le fight. C'était un ring. Ouais. Ah ouais, ça vous a pas plu mon film? Attendez, vous avez rien vu. Je vais faire encore pire la prochaine fois. Ouais, j'ai failli faire ça, tu vois. Après avoir eu les réactions du Doberman, je voulais adapter le roman de Dantec. Et on était parti sur ça, tu vois, le roman de Dantec, Les Racines du Mal. Heureusement que j'ai pas fait, tu vois. Au final, parce que c'était bon, mais moi j'ai fait Bambi, j'ai fait un dessin animé. Ouais. Vous trouvez ça horrible, mais vous allez voir, on va parler de l'horreur de notre monde. Je peux faire mieux encore. Et mais le problème, c'est que je trouve qu'on est trop dans l'action-réaction, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il faut pas créer par rapport à la réaction qu'ont les autres. C'est ça le truc que j'ai d'un coup, et d'ailleurs comme une sorte d'illumination. Tu vois, et je me suis dit, mais non, mais en fait, attends. Si maintenant on réagit à mon film, j'ai fait ce film parce que j'étais en colère, ok. J'ai sauté dans la boue, j'ai claboussé tout le monde. Le monde réagit, ah ouais, et on y va, on continue. Je peux passer ma vie à le faire. Ouais, bah oui. Alors que maintenant j'ai vu ce truc, parce que c'était tellement fort la réaction. Le film a tellement aussi, tu vois, comme tu dis, il a tellement existé fort. La réaction a existé fort. Ah, ça a que choqué t'es les saisi. gens à l'époque. Hein. Et tu dis, ok, ça c'est fait. J'ai fait un film, j'ai exprimé. Qu'est-ce qui m'intéresse? Tu vois? Et là je peux redescendre. C'est comme ça que je suis allé m'intéresser aux Indiens. J'ai commencé à lire, etc. Tu vois? Donc du coup j'ai fait un switch, mais un switch salutaire. Et le switch, il est plus et après ce switch là, il a été plus. J'ai pas envie de me répéter. J'ai pas envie de rentrer dans un truc. Donc si je fais un film, c'est un sujet différent, un monde différent. Tu voulais pas être catalogué non plus comme. Même pas. C'est que moi j'avais pas envie de. Le provocateur pour la provocation, quoi. Oui, mais même au mec qui fait du cinéma d'action, au mec qui fait du cinéma de science-fiction, tu vois. Je voulais pouvoir un peu me balader partout. J'ai pas de plan de carrière, sauf celui de me faire plaisir et d'essayer des genres de films sur des histoires ou des sujets dans lesquels je trouve une résonance. Parfois, je la comprends pas encore où elle est, mais intuitivement, le film m'attire. Donc, je me réveille le matin, je dis, il faut que je fasse, ok, ce film m'intéresse, je vais pousser. Ouais. Et à la fin du film, parfois, je découvre ce qui, en moi, résonnait dedans. Tu vois, donc c'est une gestion aussi. Je crois que l'intuition qu'on a, les intuitions qu'on a, quand on fait de la création, même dans nos vies, à tout moment, c'est tout un tissage, justement. C'est au-delà du mental. C'est une connaissance. L'intuition, c'est une connaissance intérieure plus profonde, tu vois, en soi.
qui peut jaillir. Alors, voilà. Donc il faut laisser l'espace de l'écoute, de l'intuition, y réfléchir après. Mais il faut pas faire que tricoter, je dois faire ci parce que ça, voilà, c'est ça, moi je fais pas. Faut pas être dans la si j'ai réaction. pas, voilà. Oui, puis même tu vois, si tu dois trouver une idée, si tu la trouves pas, tu la trouves pas. Tu vois, j'ai mis du temps à comprendre ça, mais je la trouve pas. Je vais aller voir mes copains Vapor, je passe vous voir, je vais faire un tour de roue, c'est pas grave. Mais par contre, si à 23h d'un coup, je me couche, mais j'ai l'idée, je me lève là par contre. Ouais. Et je vais travailler 2 heures en pleine nuit parce que c'est le moment où elle est descendue. Ouais. Ouais, bah ouais. L'inspiration, malheureusement, tu maîtrises pas quand elle arrive. Souvent sous la douche, moi, personnellement. Je sais pas si pour toi c'est pareil, mais c'est un peu le même truc. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. On n'a pas fait le tour du tout de ta carrière. Il y a beaucoup plus à dire, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup plus de temps que ça. Merci à toi d'être venu sur le canapé, Yann. Toujours un plaisir de te recevoir. Et nous, on se retrouve très vite sur Breakfrit pour une autre édition de Posé. Merci David. Ciao, ciao.